Bienvenue dans ce voyage extraordinaire à travers l'une des énigmes les plus troublantes jamais découvertes dans les archives secrètes de Lyon. Avant de plonger dans cette histoire qui va vous glacer le sang, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Laissez-moi votre ville en commentaire. Cela nous aide à comprendre jusqu'où voyagent ces récits mystérieux et dans quel coin du monde se trouvent les âmes courageuses qui osent écouter de telles histoires. Votre participation nous touche énormément et enrichit notre communauté d'explorateurs du paranormal. Les sous-sols de la bibliothèque municipale de Lyon cachent des secrets que même les archivistes les plus expérimentés préfèrent ignorer. Dans une section poussiéreuse, derrière des étagères métalliques rouillées par l'humidité, repose une collection de dossiers que personne n'a osé consulter depuis des décennies. Ces documents, tachés par le temps et l'oubli, renferment des témoignages si troublants que les autorités ont préféré les faire disparaître de la mémoire collective. L'histoire que vous allez entendre commence en 1962, quand une jeune archiviste passionnée nommée Marie-Claire Dubois fut chargée de cataloguer ces mystérieux documents pour un projet de digitalisation. Marie-Claire était une femme brillante, diplômée de la Sorbonne, connue pour son approche méthodique et son scepticisme naturel face aux histoires extraordinaires. Elle pensait simplement traiter des documents historiques ordinaires sur l'industrialisation de Lyon au XIXe siècle. Mais après seulement 3 semaines de travail dans ces archives oubliées, Marie-Claire changea radicalement. Ses collègues remarquèrent qu'elle devenait de plus en plus pâle, qu'elle sursautait au moindre bruit et qu'elle refusait catégoriquement de travailler seule dans la section des archives. Elle, qui était si rationnelle, commença à parler de présences invisibles, d'ombres qui bougeaient dans sa vision périphérique et de voix chuchotées qui semblaient provenir des documents eux-mêmes. Le projet de digitalisation fut brutalement interrompu quand Marie-Claire fut retrouvée un matin dans les archives, assise par terre au milieu de dizaines de dossiers éparpillés, les yeux fixes et ne répondant à aucune stimulation. Elle murmurait sans cesse le même nom, Marguerite Beaumont. Elle n'est jamais partie. Elle attend encore. Les médecins diagnostiquèrent un choc psychologique sévère. Marie-Claire ne retrouva jamais complètement la raison et passa le reste de sa vie dans un établissement psychiatrique de Villeurbanne, où elle mourut en 1987, emportant ses secrets avec elle. Les dossiers qu'elle avait découverts furent immédiatement scellés et classés confidentiels par ordre direct du maire de Lyon. Officiellement, ils contenaient des informations sensibles sur l'urbanisme et l'industrie locale. Officieusement, ceux qui avaient eu un aperçu de leur contenu parlaient d'une histoire si terrifiante qu'elle pouvait littéralement détruire l'esprit de quiconque s'y plongeait trop profondément. Ce que Marie-Claire avait découvert, c'étaient les archives complètes de la famille Beaumont, une dynastie de négociants en soie qui avait dominé l'économie lyonnaise entre 1830 et 1895. Mais ces documents ne racontèrent pas une simple success story commerciale. Ils révélaient une série d'événements si étranges et si macabres qu'il semblait défier toute logique rationnelle. L'histoire commence avec Édouard Beaumont, un homme d'affaires ambitieux qui avait établi son empire commercial dans le quartier de la Croix-Rousse en 1828. Édouard était marié à Marguerite Beaumont, née Moreau, une femme d'une beauté extraordinaire qui venait des montagnes du Jura. Selon les témoignages de l'époque, Marguerite possédait une aura presque magnétique qui fascinait tous ceux qui la rencontraient. On disait qu'elle connaissait des remèdes ancestraux, qu'elle pouvait prédire le temps qu'il ferait, et qu'elle avait des conversations avec des personnes que personne d'autre ne pouvait voir. Le couple s'installa dans une magnifique demeure bourgeoise, rue des Fantasques, dans le 1er arrondissement de Lyon. Cette maison, qui existe encore aujourd'hui, bien qu'elle ait changé plusieurs fois de propriétaire, était réputée pour son architecture inhabituelle. Édouard avait fait construire un sous-sol particulièrement profond, presque une crypte, qu'il justifiait par la nécessité de stocker ses précieuses soies dans des conditions optimales de température et d'humidité. Mais les voisins remarquèrent rapidement des détails troublants. Contrairement aux autres maisons bourgeoises du quartier, celle des Beaumont restait étrangement silencieuse, même lors des réceptions mondaines que le couple était censé organiser. Les domestiques, pourtant bien payés, ne restaient jamais très longtemps à leur service. Beaucoup démissionnaient sans explication après quelques semaines, et ceux qui acceptaient de parler évoquaient une atmosphère oppressante, des bruits inexplicables la nuit et la sensation constante d'être observé par des yeux invisibles. Le premier incident documenté eut lieu le 15 septembre 1834, date qui reviendra de manière obsédante dans tous les événements ultérieurs de cette histoire. Ce jour-là, Auguste Beaumont, le frère cadet d'Édouard,
fut trouvé mort dans sa chambre au 2e étage de la demeure familiale. Auguste avait seulement 29 ans et jouissait d'une santé parfaite. Le médecin de famille, le docteur François Bertrand, attribua le décès à une crise cardiaque soudaine, mais nota dans son rapport privé des détails troublants. Le corps d'Auguste présentait une pâleur extrême, comme si tout son sang avait été drainé, et son expression faciale témoignait d'une terreur absolue. L'automne 1834 à Lyon fut marqué par un froid précoce et inhabituel qui sembla s'installer particulièrement autour de la demeure Beaumont. Les voisins rapportaient que même lors des journées ensoleillées, l'air autour de la maison gardait une fraîcheur inquiétante, comme si la propriété elle-même absorbait toute chaleur environnante. Cette anomalie climatique localisée intriguait les scientifiques de l'époque, mais aucune explication rationnelle ne put jamais être trouvée. Édouard Beaumont, désormais seul héritier de l'empire familial, intensifia ses activités commerciales après la mort mystérieuse de son frère Auguste. Il engagea davantage d'ouvriers dans ses ateliers de tissage, agrandit ses entrepôts et commença à exporter ses soies vers l'Europe entière. Paradoxalement, cette expansion économique s'accompagnait d'une réclusion sociale croissante. Le couple Beaumont cessa complètement de participer aux événements mondains lyonnais, refusant toutes les invitations et n'organisant plus aucune réception. Marguerite, quant à elle, développait des habitudes de plus en plus étranges. Selon le témoignage de la cuisinière Henriette Morel, qui travailla pour la famille entre 1835 et 1837, avant de fuir précipitamment, Madame Beaumont passait désormais la plupart de ses journées dans le sous-sol de la maison. Elle descendait chaque matin à exactement 9 heures, emportant avec elle un plateau de thé et des biscuits, comme si elle allait rendre visite à quelqu'un. Henriette entendait souvent des conversations étouffées provenant du sous-sol, mais quand elle demandait à Marguerite qui était son invitée, celle-ci répondait simplement « Auguste se sent seul là en bas, il a besoin de compagnie ». Cette réponse glaça le sang d'Henriette, car Auguste avait été enterré au cimetière de Loyasse quelques mois plus tôt. Mais le plus troublant était que parfois, en tendant l'oreille, Henriette jurait entendre 2 voix distinctes dans le sous-sol, celle de Marguerite et une autre plus grave qui ressemblait effectivement à celle du défunt Auguste. Ces conversations duraient généralement plusieurs heures, après quoi Marguerite remontait avec un sourire serein, comme après une visite parfaitement normale. Les affaires d'Édouard prospéraient de manière presque surnaturelle. Ses concurrents s'étonnaient de sa capacité à anticiper les tendances du marché, à négocier les meilleurs prix et à éviter tous les revers économiques qui frappaient l'industrie textile lyonnaise. Certains murmuraient qu'il devait posséder des informations privilégiées ou bénéficier de protections occultes. En réalité, selon les documents découverts par Marie-Claire Dubois, Édouard consultait quotidiennement sa femme Marguerite, qui lui rapportait les conseils qu'Auguste lui donnait depuis le sous-sol. Ces prétendus conseils d'outre-tombe se révélèrent d'une précision troublante. Auguste prédisait les fluctuations des prix de la soie, les changements de goût de la clientèle européenne et même les difficultés financières que rencontreraient certains concurrents. Grâce à ces informations, la fortune des Beaumont se multiplia de façon spectaculaire en l'espace de seulement 3 années. Mais cette prospérité avait un prix terrifiant. Le 15 septembre 1839, exactement 5 ans après la mort d'Auguste, un nouveau drame frappa la famille. Cette fois, ce fut Charles Beaumont, le cousin d'Édouard et associé dans l'entreprise familiale, qui fut trouvé mort dans des circonstances identiques. Charles, âgé de 35 ans, était en parfaite santé la veille encore. Le docteur Bertrand, une fois de plus appelé au chevet du défunt, constata les mêmes symptômes troublants. Pâleur cadavérique extrême, expression de terreur absolue et absence apparente de cause médicale évidente pour expliquer le décès. Ce qui inquiéta particulièrement le médecin fut la découverte, dans la poche de Charles, d'un billet écrit de sa propre main quelques heures avant sa mort. Le message, rédigé d'une écriture tremblante et désordonnée, disait simplement « Elle m'a montré Auguste. Il est encore là. Il m'attend. Je comprends maintenant le prix du succès d'Édouard. Que Dieu me pardonne, mais je ne peux résister à l'appel. Avant de continuer cette histoire qui va vous emmener vers des révélations encore plus troublantes, permettez-moi de faire une petite pause pour m'adresser directement à vous, nos fidèles auditeurs. Si cette enquête sur les mystères de Lyon vous passionne autant qu'elle nous passionne, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations dans les archives secrètes de France. Et maintenant,
j'aimerais créer un lien unique avec vous. Dans les commentaires, racontez-nous si vous avez déjà ressenti une présence inexplicable dans une vieille demeure, un sous-sol ou un lieu chargé d'histoire. Vos expériences personnelles enrichissent toujours nos recherches et créent une véritable communauté d'explorateurs du paranormal. Votre intuition et vos ressentis comptent énormément pour comprendre ces phénomènes qui échappent à la science traditionnelle. Après cette seconde mort mystérieuse, l'atmosphère autour de la demeure Beaumont devint encore plus oppressante. Les domestiques, déjà peu nombreux, commencèrent à déserter complètement la maison. Même les livreurs et les ouvriers qui devaient se rendre chez les Beaumont pour les affaires commerciales rapportaient une sensation de malaise croissant dès qu'ils franchissaient le seuil de la propriété. Un témoignage particulièrement troublant fut celui de Pierre Durand, un maître tisserand qui livrait régulièrement des étoffes chez les Beaumont. Pierre raconta à plusieurs personnes qu'il avait commencé à entendre des voix d'hommes provenant du sous-sol de la maison, des voix qui semblaient l'appeler par son nom. Ces voix étaient de plus en plus insistantes à chaque visite, au point qu'il finit par refuser catégoriquement de retourner chez les Beaumont, préférant perdre ce contrat lucratif plutôt que de continuer à subir ce qu'il décrivait comme l'appel des morts. L'hiver 1839-1840 marqua un tournant décisif dans l'histoire des Beaumont. Marguerite, qui avait toujours été d'une beauté saisissante, commença à montrer des signes de vieillissement prématuré et inquiétant. Ses cheveux, autrefois d'un châtain lumineux, devinrent ternes et parsemés de mèches grises, bien qu'elle n'ait que 32 ans. Sa peau prit une teinte cireuse, et ses yeux, jadis pétillants de vie, se creusèrent profondément dans leurs orbites, lui donnant l'apparence d'une femme bien plus âgée. Mais le plus troublant était son comportement. Marguerite passait désormais presque tout son temps dans le sous-sol, y prenant même ses repas. Édouard, interrogé par quelques rares visiteurs sur l'état de santé de son épouse, répondait évasivement qu'elle souffrait de troubles nerveux et que l'isolement lui était bénéfique. En réalité, les documents retrouvés dans les archives révèlent qu'Édouard lui-même commençait à avoir peur de sa femme. Dans son journal personnel, découvert par Marie-Claire Dubois, Édouard écrivait « Marguerite n'est plus la femme que j'ai épousée. Quand je la regarde dans les yeux, j'ai l'impression de voir plusieurs personnes à la fois. Elle connaît des choses qu'elle ne devrait pas connaître, répond à des questions avant que je les pose. Et parfois elle me parle avec la voix d'Auguste ou celle de Charles. Je commence à comprendre que notre fortune a été bâtie sur quelque chose de terrible, mais il est trop tard pour faire marche arrière. » Les affaires continuaient cependant de prospérer de manière extraordinaire. La maison Beaumont dominait maintenant complètement le marché lyonnais de la soie et commençait même à concurrencer les plus grands négociants parisiens. Édouard avait développé une capacité presque surnaturelle à prévoir les besoins du marché, à éviter les mauvaises transactions et à ruiner ses concurrents par des manœuvres commerciales d'une précision diabolique. Mais cette réussite exceptionnelle s'accompagnait d'une série de morts suspectes parmi les associés et les employés proches de l'entreprise. Le 15 septembre 1844, exactement 5 ans après le décès de Charles, ce fut au tour de Michel Rousseau, le comptable principal des Beaumont, de mourir dans les mêmes circonstances mystérieuses. Michel, âgé de 41 ans, fut trouvé dans son bureau privé de la maison Beaumont, le visage figé dans une expression de terreur absolue. Cette fois, cependant, les autorités commencèrent à s'interroger sur ces décès répétés. Le commissaire Alphonse Garcin, chargé de l'enquête, nota dans son rapport qu'il était statistiquement impossible que tant d'hommes jeunes et en bonne santé meurent de crise cardiaque dans la même propriété, toujours à la même date. Il demanda l'autorisation d'effectuer une perquisition approfondie de la demeure Beaumont. L'enquête du commissaire Garcin révéla des détails glaçants. En inspectant le fameux sous-sol où Marguerite passait tant de temps, les policiers découvrirent une pièce aménagée de façon très particulière. Les murs étaient couverts de portraits des hommes décédés, Auguste, Charles et maintenant Michel. Mais ces portraits semblaient avoir été peints après leur mort, car ils représentaient les défunts avec leur expression de terreur finale. Au centre de cette pièce souterraine se trouvait une table ronde, entourée de 5 chaises. Sur la table étaient disposés des objets personnels de chaque défunt. La montre de gousset d'Auguste, les boutons de manchette de Charles, le porte-plume de Michel. Mais le détail le plus troublant était la présence de 2 chaises supplémentaires, vides mais préparées comme si on attendait encore 2 invités. Marguerite,
interrogé sur la signification de cette mise en scène macabre, répondit avec un sourire étrangement serein. « Mes amis se sentent seuls de l'autre côté. J'ai créé cet espace pour qu'ils puissent revenir nous rendre visite. Ils me donnent de si bons conseils pour les affaires d'Édouard. Bientôt, nous aurons une assemblée complète. » Quand le commissaire lui demanda ce qu'elle entendait par « assemblée complète », elle désigna les 2 chaises vides et ajouta « Il en manque encore 2. Mais ne vous inquiétez pas, ils viendront bientôt nous rejoindre. » Cette déclaration glaça le sang des enquêteurs, d'autant plus que Marguerite semblait convaincue de la réalité de ses conversations avec les morts. Les médecins appelés en consultation diagnostiquèrent chez elle une forme de démence hallucinatoire, probablement causée par l'isolement et le deuil répété. Cependant, ils ne purent expliquer comment cette femme supposément démente continuait à fournir à son mari des informations commerciales d'une précision remarquable. Édouard, confronté aux découvertes de la police, nia toute connaissance de ces activités étranges de son épouse. Il prétendit qu'il la croyait simplement en train de se recueillir dans le sous-sol et qu'il respectait son besoin de solitude pour faire son deuil. Mais son journal intime, saisi lors de la perquisition, révélait une vérité bien différente. Dans ses écrits, Édouard admettait être parfaitement au courant des prétendues communications de Marguerite avec les défunts. Il décrivait même comment il avait progressivement accepté cette situation surnaturelle parce qu'elle lui apportait une richesse inespérée. « Au début, j'ai cru que Marguerite devenait folle », écrivait-il. « Puis j'ai remarqué que ses conseils d'Auguste s'avéraient toujours justes. Quand Charles est mort et qu'elle a commencé à me rapporter ses prédictions également, j'ai compris que nous touchions à quelque chose qui dépassait l'entendement humain. La peur et la cupidité se battent dans mon cœur, mais je dois avouer que la cupidité gagne toujours. » Le journal révélait également qu'Édouard avait parfois accompagné sa femme dans le sous-sol et qu'il avait effectivement entendu des voix autres que celles de Marguerite. Il décrivait ces expériences avec une fascination morbide. Les voix sont différentes de celles de Marguerite, plus graves, plus lointaines, comme si elles venaient d'un tunnel très profond. Elles parlent de choses que seuls Auguste et Charles pouvaient savoir. Comment expliquer cela rationnellement? Comment l'ignorer quand cela nous enrichit au-delà de nos rêves les plus fous? L'enquête du commissaire Garcin prit une tournure encore plus sombre quand il découvrit que les décès mystérieux ne se limitaient pas à la famille et aux employés directs des Beaumont. En approfondissant ses recherches dans les registres municipaux, il établit une liste troublante de disparitions et de morts suspectes qui semblaient graviter autour de l'empire commercial des Beaumont. Entre 1834 et 1844, pas moins de 8 personnes ayant eu des relations d'affaires avec les Beaumont étaient mortes dans des circonstances étranges. Tous étaient des hommes jeunes, en bonne santé, et tous avaient été trouvés avec la même expression de terreur figée sur le visage. Plus troublante encore, ces décès semblaient suivre un schéma géographique précis. Ils formaient un cercle presque parfait autour de Lyon, comme si une force malveillante rayonnait depuis la demeure Beaumont vers l'ensemble de la région. Le commissaire Garcin fit appel à Père Antoine Moreau, un ecclésiastique réputé pour ses connaissances en matière de phénomènes surnaturels. Père Moreau examina les documents de l'enquête et les témoignages recueillis, puis demanda à visiter la demeure Beaumont en personne. Ce qui se passa lors de cette visite marqua un tournant dans l'affaire. Dès son entrée dans la maison, Père Moreau déclara ressentir une présence malveillante d'une intensité exceptionnelle. Quand il descendit dans le fameux sous-sol, il fut pris de convulsions et commença à parler dans une langue que personne ne put identifier. Selon les témoins présents, sa voix changea complètement pendant plusieurs minutes, devenant plus grave et prenant des intonations qui rappelaient celles d'Auguste Beaumont. Après cet épisode troublant, Père Moreau refusa catégoriquement de retourner dans la demeure. Dans son rapport à l'évêché de Lyon, il écrivit « Cette maison abrite une abomination qui dépasse tout ce que j'ai pu rencontrer dans mes années de ministère. Les morts n'y reposent pas en paix. Ils sont enchaînés par une volonté malfaisante qui les utilise pour des fins terrestres. Marguerite Beaumont n'est plus une femme ordinaire. Elle est devenue un pont entre le monde des vivants et celui des morts. Et ce pont est emprunté par des forces qui ne devraient jamais franchir cette frontière. » Les autorités ecclésiastiques, alertées par ce rapport alarmant, commencèrent à faire pression sur les autorités civiles pour que la demeure soit évacuée et éventuellement détruite. Mais Édouard Beaumont, désormais l'un des hommes les plus riches de Lyon, disposait d'influence politique considérable. Il réussit à faire classer l'affaire et à éviter toute action drastique contre sa propriété. Cependant, la pression sociale devenait de plus en plus forte. Les familles lyonnaises
commencèrent à boycotter ouvertement les produits Beaumont, malgré leur qualité exceptionnelle. Les ouvriers refusaient de travailler dans les ateliers de l'entreprise, préférant accepter des salaires plus bas ailleurs plutôt que de risquer de subir le même sort que les employés disparus. Face à cette hostilité croissante, Édouard prit une décision surprenante. Il annonça publiquement qu'il allait déménager avec son épouse dans une propriété isolée des montagnes du Jura, prétendument pour permettre à Marguerite de se remettre de ses troubles nerveux dans un environnement plus calme. En réalité, comme le révélèrent ses écrits privés, il espérait que l'éloignement de Lyon briserait le lien mystérieux qui semblait attacher sa femme aux morts. La propriété qu'Édouard acheta était un ancien monastère abandonné depuis la Révolution, situé près du village de Saint-Claude, dans les montagnes jurassiennes. Ce lieu avait sa propre histoire sombre. Les moines qui l'habitaient au XVIIIe siècle avaient mystérieusement disparu une nuit d'hiver, laissant derrière eux un monastère parfaitement préservé, mais complètement vide. Le déménagement des Beaumont eut lieu en octobre 1844, dans le plus grand secret. Édouard fit transporter non seulement leurs biens personnels, mais aussi tout l'aménagement du sous-sol lyonnais. Les portraits des défunts, la table ronde, les chaises et tous les objets personnels qui avaient appartenu aux morts. Mais l'isolement dans les montagnes du Jura, loin de résoudre le problème, sembla au contraire l'aggraver. Dans ses derniers écrits, datés de l'hiver 1844-1845, Édouard décrivait une situation qui échappait complètement à son contrôle. Marguerite passait désormais ses journées et ses nuits dans la crypte de l'ancien monastère, qu'elle avait aménagé exactement comme leur sous-sol lyonnais. « Elle ne remonte plus jamais », écrivait Édouard. « Je lui apporte ses repas dans la crypte et je la trouve toujours assise à cette maudite table, parlant avec ses invités invisibles. Mais maintenant, ce ne sont plus seulement Auguste, Charles et Michel. Elle prétend que les anciens moines du monastère se sont joints à eux. Elle me dit qu'ils forment maintenant un conseil et qu'ils ont de grands projets pour nous. Ces grands projets se révélèrent bientôt dans toute leur horreur. Marguerite commença à faire des prédictions de plus en plus précises sur les événements qui allaient frapper la région. Elle annonça des accidents, des maladies, des morts qui se produisirent effectivement avec une exactitude troublante. Mais le plus terrifiant était qu'elle semblait parfois influencer ces événements plutôt que simplement les prédire. Édouard raconta dans son journal comment sa femme lui avait demandé d'inviter certaines personnes spécifiques au monastère sous des prétextes commerciaux. Ces invités arrivaient en bonne santé mais repartèrent souvent malades et beaucoup mouraient dans les semaines suivantes. « Elle les marque », écrivait Édouard avec une horreur grandissante. « Je ne sais pas comment, mais elle les marque d'une façon invisible. Et ensuite, ses amis morts viennent les chercher. » La situation atteignit son paroxysme le 15 septembre 1849, date qui marqua le 15e anniversaire de la mort d'Auguste. Ce jour-là, selon les dernières notes d'Édouard, Marguerite lui annonça que l'assemblée était enfin complète et qu'il était temps pour lui de rejoindre définitivement le conseil. Édouard comprit qu'il était devenu la prochaine victime de sa propre cupidité. Les derniers écrits d'Édouard Beaumont, découverts dans les archives secrètes de Lyon, révèlent l'horreur absolue de ces derniers jours dans l'ancien monastère du Jura. Son écriture, habituellement si soignée et méthodique, devenait de plus en plus chaotique et désespérée au fil des pages. Il décrivait comment Marguerite avait complètement perdu toute apparence humaine, ressemblant désormais à une créature émaciée aux yeux vides qui ne quittait plus la crypte souterraine. Elle ne mange plus, ne dort plus, ne parle plus qu'à ses morts, écrivait Édouard dans ses dernières notes. Quand je descends lui apporter de la nourriture, je la trouve assise à cette table maudite, entourée de chaises vides, où elle prétend que siègent ses conseillers d'outre-tombe. Mais le plus terrifiant, c'est que parfois j'entends effectivement leur voix. Des voix d'hommes que j'ai connus, qui murmurent des secrets commerciaux, qui planifient des stratégies, qui parlent de conquête et de pouvoir comme s'ils étaient encore vivants. L'isolement du monastère rendait la situation encore plus oppressante. Les quelques domestiques qu'Édouard avait réussi à conserver finirent par fuir, terrifiés par les phénomènes étranges qui se multipliaient. Des bruits de pas résonnaient dans les couloirs vides la nuit. Des portes se fermaient toutes seules et une odeur de putréfaction inexplicable imprégnait certaines pièces du bâtiment. Le village de Saint-Claude, pourtant situé à plusieurs kilomètres du monastère, commença également à subir des phénomènes inexpliqués. Les habitants rapportaient des cauchemars collectifs, des apparitions d'hommes en costume bourgeois qui erraient dans les rues la nuit,
et une mortalité anormalement élevée parmi les hommes âgés de 25 à 45 ans. Le curé du village, l'abbé François Maillet, nota dans ses registres paroissiaux que depuis l'arrivée des Beaumont au monastère, il avait béni plus de morts en 6 mois qu'au cours des 5 années précédentes. Édouard, désormais complètement isolé avec sa femme devenue créature, tenta désespérément de comprendre ce qui leur arrivait. Il fouilla dans les archives laissées par les anciens moines et découvrit des documents qui éclairaient l'histoire sinistre du monastère. Ces moines n'étaient pas des religieux ordinaires, mais des membres d'un ordre secret qui pratiquait ce qu'ils appelaient la communion éternelle, un rituel permettant de maintenir le contact avec les morts pour obtenir leur savoir et leur pouvoir. Les documents monastiques révélaient que cette pratique avait des conséquences terribles. Les morts ainsi rappelés ne trouvaient jamais le repos et finissaient par exiger de plus en plus de sacrifices de la part des vivants. L'ordre avait été dissous en 1789, précisément parce que les moines avaient perdu le contrôle de leurs invocations. La dernière entrée du registre monastique, datée du 3 novembre 1789, décrivait comment les esprits invoqués avaient commencé à réclamer leur dû en prenant la vie des moines eux-mêmes. Édouard comprit avec horreur que Marguerite avait involontairement réactivé ce cycle maudit. Pire encore, elle l'avait amplifié en y ajoutant les âmes des hommes morts à Lyon. Le monastère était redevenu un nexus entre le monde des vivants et celui des morts. Et cette fois, les esprits étaient plus nombreux et plus affamés que jamais. La dernière entrée du journal d'Édouard, datée du 14 septembre 1849, révélait sa résolution finale. « Demain, cela fera 15 ans qu'Auguste est mort et que cette malédiction a commencé. Marguerite m'a dit que le Conseil des morts exigeait mon âme pour sceller définitivement leur pouvoir sur ce monde. Je pourrais fuir, abandonner ma femme et mes richesses, mais je sais qu'ils me retrouveraient tout que j'aille. J'ai vendu mon âme pour de l'or, et maintenant, le prix doit être payé. Que Dieu pardonne à celui qui lira ces lignes. Ne cherchez jamais Marguerite dans la crypte. Laissez-la avec ses morts, et peut-être que leur fin sera apaisée. » Le 15 septembre 1849, Édouard Beaumont rejoignit effectivement le conseil de sa femme. Son corps fut découvert 3 mois plus tard par des bûcherons, dans la crypte du monastère, assis à la table ronde face à une chaise vide qui devait être celle de Marguerite. Car Marguerite elle-même avait disparu sans laisser de traces. L'enquête officielle conclut à un double suicide par empoisonnement, mais les autorités décidèrent de sceller définitivement le monastère. La fortune des Beaumont, considérable, fut saisie par l'État et redistribuée aux familles des victimes identifiées. Quant à la demeure lyonnaise rue des Fantasques, elle fut vendue à plusieurs reprises, mais aucun propriétaire n'y resta jamais longtemps. Mais cette histoire ne s'arrête pas avec la disparition de Marguerite Beaumont en 1849. En réalité, les archives secrètes de Lyon révèlent que les phénomènes troublants liés à cette famille maudite ont continué à se manifester bien au-delà de leur époque. Ce que Marie-Claire Dubois découvrit dans ces documents dépassait même les horreurs du XIXe siècle, car elle réalisa que l'influence de Marguerite Beaumont s'était étendue à travers les générations suivantes. En 1923, soit 74 ans après la disparition de Marguerite, un industriel lyonnais nommé Henri Moncler acheta les ruines du monastère jurassien dans l'intention d'y établir une usine textile moderne. Henri était un homme pragmatique, sceptique face aux superstitions locales, et il pensait pouvoir transformer ce lieu maudit en une entreprise prospère. Il connaissait vaguement l'histoire des Beaumont, mais la considérait comme une légende locale sans fondement. Les travaux de rénovation commencèrent à l'automne 1923. Dès les premiers jours, les ouvriers signalèrent des phénomènes étranges. Les outils disparaissaient mystérieusement pour réapparaître dans des endroits impossibles. Les machines s'arrêtaient sans raison apparente, et plusieurs ouvriers affirmaient entendre des conversations en provenance de la crypte pourtant vide et scellée depuis des décennies. Henri Moncler, déterminé à ne pas se laisser impressionner par ces superstitions, ordonna l'ouverture de la crypte malgré les protestations de ses employés. Ce qu'ils découvrirent dans cette salle souterraine dépassa toutes leurs appréhensions. La fameuse table ronde était toujours là, parfaitement préservée, malgré les décennies d'abandon. Les portraits des hommes morts étaient intacts, leurs couleurs aussi vives qu'au premier jour, et leurs expressions de terreur semblaient de même plus saisissantes qu'auparavant. Mais le détail le plus troublant était la présence d'un nouveau portrait, accroché au mur
face à la table. Il s'agissait du portrait d'Édouard Beaumont, peint dans le même style que les autres, avec la même expression de terreur absolue. En dessous, une plaque portait une inscription gravée « Édouard Beaumont, 1810-1849, président du Conseil éternel ». Henri fit examiner ce portrait par des experts parisiens qui confirmèrent que la peinture datait effectivement du XIXe siècle et qu'elle était l'œuvre du même artiste que les autres tableaux. Cependant, ils ne purent expliquer l'état de conservation exceptionnel de ces œuvres dans un environnement aussi humide et négligé. Malgré ces découvertes troublantes, Henri persista dans son projet. Il fit nettoyer la crypte et transformer la salle en bureau privé, gardant les portraits comme curiosités historiques. Il installa même son bureau exactement à la place où se trouvait autrefois la table ronde de Marguerite, prétendant que cela lui porterait chance dans ses affaires. Cette décision se révéla catastrophique. Dès qu'Henri commença à travailler dans la crypte, ses affaires connurent une croissance phénoménale, mais terrifiante. Il anticipait les besoins du marché avec une précision surnaturelle, ruinait ses concurrents par des manœuvres d'une cruauté inhabituelle et accumulait une fortune colossale en l'espace de quelques mois seulement. Mais comme pour les Beaumont avant lui, ce succès extraordinaire s'accompagnait d'un prix effroyable. Les employés proches d'Henri commencèrent à mourir dans des circonstances mystérieuses, toujours avec la même expression de terreur figée sur le visage. Le premier fut son contremaître, Marcel Dubois, retrouvé mort dans son bureau le 15 septembre 1924, exactement 75 ans après la mort d'Auguste Beaumont. Henri, troublé par cette coïncidence, consulta les archives locales et découvrit l'histoire complète de la famille Beaumont. Au lieu d'être effrayé, il fut fasciné par les parallèles entre sa situation et celle d'Édouard. Dans son journal personnel, retrouvé plus tard par les enquêteurs, il écrivait « J'ai compris que Marguerite n'a jamais vraiment disparu. Elle continue d'habiter cette crypte, invisible mais présente, et elle m'offre les mêmes avantages qu'elle offrait jadis à son mari. Pourquoi aurais-je peur de fantômes qui m'enrichissent ?» Cette attitude pragmatique face au surnaturel caractérisait Henri, mais elle l'aveuglait sur les véritables intentions de Marguerite. Car, selon les documents que Marie-Claire découvrit, l'esprit de Marguerite Beaumont n'agissait pas par générosité. Elle construisait méthodiquement quelque chose de beaucoup plus sinistre, une dynastie éternelle d'hommes d'affaires liés à elle par un pacte post-mortem. Henri commença à avoir des visions nocturnes, où Marguerite lui apparaissait, non plus comme la femme émaciée de ses derniers jours, mais comme la beauté rayonnante qu'elle était dans sa jeunesse. Elle lui parlait de grands projets, d'un empire commercial qui s'étendrait bien au-delà de Lyon, d'une influence qui traverserait les siècles. « Tu n'es pas le premier », lui disait-elle dans ses rêves, « et tu ne seras pas le dernier. Nous bâtissons quelque chose d'immortel. » Ces visions révélaient également qu'Henri n'était pas un choix accidentel. Marguerite avait guidé les événements pour qu'il découvre le monastère, qu'il l'achète et qu'il s'installe dans la crypte. Elle avait patienté 74 ans, attendant l'homme idéal pour continuer son œuvre maudite. Henri possédait l'ambition d'Édouard, mais aussi la cruauté nécessaire pour aller encore plus loin dans l'horreur. Avant de poursuivre cette saga qui nous mène vers des révélations encore plus terrifiantes, j'aimerais une fois de plus m'adresser directement à vous, chers auditeurs. Cette enquête dans les archives secrètes de Lyon nous révèle à quel point certaines forces peuvent transcender la mort elle-même. Si vous ressentez la même fascination que nous pour ces mystères qui défient toute explication rationnelle, partagez cette vidéo avec vos amis les plus courageux. Et dites-nous en commentaire, croyez-vous que certains lieux peuvent conserver la mémoire des événements tragiques qui s'y sont déroulés? Vos témoignages personnels enrichissent toujours notre compréhension de ces phénomènes inexpliqués. L'influence de Marguerite sur Henri Montclerc s'intensifia rapidement au cours de l'année 1925. Contrairement à Édouard qui avait longtemps résisté à l'aspect surnaturel de sa situation, Henri embrassa pleinement sa collaboration avec l'au-delà. Il fit aménager la crypte de façon encore plus élaborée, installant un système d'éclairage sophistiqué qui mettait en valeur les portraits des morts et ajoutant de nouveaux sièges autour de l'espace central. Car Henri avait compris quelque chose qu'Édouard n'avait jamais réalisé. Les morts de l'Assemblée de Marguerite n'étaient pas de simples conseillers passifs. Ils formaient un véritable réseau d'influence post-mortem, capable d'agir dans le monde des vivants par l'intermédiaire de personnes encore incarnées. Henri développa ce concept jusqu'à créer ce qu'il appelait dans ses notes privées la première entreprise transdimensionnelle de l'histoire. Le principe était diaboliquement efficace.
Henri identifiait des hommes d'affaires prometteurs dans toute l'Europe, les attirait au monastère sous divers prétextes, puis les exposait à l'influence de Marguerite. Certains résistaient et repartaient simplement troublés, mais d'autres succombaient à l'attrait du pouvoir surnaturel et acceptaient de devenir des associés du réseau. Ces hommes retournaient ensuite dans leurs pays respectifs, armés des conseils de l'Assemblée des morts et d'une capacité presque surnaturelle à réussir dans leurs entreprises. En échange, ils devaient régulièrement nourrir le réseau en dirigeant vers Henri des concurrents ou des partenaires qui serviraient ensuite de sacrifice pour maintenir la puissance de l'Assemblée. Entre 1925 et 1929, Henri construisit ainsi un empire commercial qui s'étendait de Londres à Milan, de Hambourg à Barcelone. Ses associés occupèrent des positions clés dans l'industrie textile, la banque, le transport et même la politique. Tous étaient liés par le même pacte obscur, une réussite extraordinaire dans la vie contre l'engagement de rejoindre définitivement l'Assemblée de Marguerite à leur mort. Mais Henri avait une ambition qui dépassait même celle de Marguerite. Il voulait étendre le réseau au-delà de l'Europe. Il envoya des émissaires en Amérique, en Asie, partout où il pouvait identifier des hommes assez ambitieux pour accepter un tel marché. Le réseau de Marguerite Beaumont commençait à tisser sa toile autour du monde entier. Cette expansion mondiale attira cependant l'attention d'organisations qui préféraient rester dans l'ombre. L'Église catholique, par l'intermédiaire de sa section des affaires extraordinaires, commença à enquêter sur les activités d'Henri après avoir reçu des rapports troublants de prêtres dans plusieurs pays européens. Tous signalaient une augmentation anormale de phénomènes paranormaux dans les régions où opéraient les associés d'Henri. Monseigneur Alessandro Toretti, un exorciste expérimenté envoyé par le Vatican, arriva à Lyon en mars 1929 pour mener une enquête approfondie. Toretti était un homme d'une intelligence remarquable et d'une foi inébranlable, mais aussi un expert en sciences occultes qui avait déjà affronté des entités surnaturelles dans toute l'Europe. Son enquête révéla l'ampleur véritable de ce qu'Henri et Marguerite avaient créé. Le réseau comptait désormais plus de 50 associés vivant dans 12 pays et l'Assemblée des morts s'était enrichie d'au moins 20 nouvelles âmes depuis 1924. Plus troublant encore, Toretti découvrit que ce réseau commercial surnaturel influençait désormais l'économie européenne à une échelle macroscopique. Nous ne sommes plus face à un simple cas de hantise ou de possession, écrivait Toretti dans son rapport à Rome. Nous affrontons une entité collective qui manipule l'économie mondiale pour des fins que nous ne comprenons pas encore complètement. Marguerite Beaumont n'est plus un esprit isolé. Elle est devenue le cerveau d'un organisme surnaturel qui grandit de jour en jour. Toretti décida d'affronter directement Henri et Marguerite dans leur sanctuaire du monastère jurassien. Il s'y rendit le 13 septembre 1929, accompagné de 2 autres exorcistes et armé des reliques les plus puissantes de l'Église. Ce qui se passa lors de cette confrontation marqua un tournant dans toute l'affaire. Dès son entrée dans la crypte, Toretti fut assailli par une force surnaturelle d'une intensité qu'il n'avait jamais rencontrée. Selon son témoignage ultérieur, il ne faisait pas face à Marguerite seule, mais à l'assemblée entière des morts qui s'étaient matérialisés autour de la table. Henri était présent physiquement, mais son comportement et sa voix trahissaient une possession complète. « Tu arrives trop tard, prêtre », lui dit Henri d'une voix qui n'était plus la sienne. « Notre œuvre est accomplie. Dans quelques jours, l'Assemblée comptera 100 membres, et alors plus rien ne pourra nous arrêter. Nous contrôlerons l'économie mondiale, puis la politique, puis tout ce qui fait marcher ce monde de vivants trop faibles pour comprendre notre vision. » Toretti comprit qu'Henri faisait référence au krach boursier qui allait frapper l'économie mondiale quelques semaines plus tard. L'Assemblée de Marguerite avait non seulement prévu la Grande Dépression, mais elle l'avait provoquée en manipulant ses associés à travers le monde. Cette crise économique artificielle était conçue pour ruiner des millions de personnes et créer un chaos dont le réseau surnaturel sortirait renforcé. La confrontation entre Toretti et l'Assemblée dura toute la nuit du 13 au 14 septembre 1929. L'exorciste utilisa toute sa science et sa foi pour combattre les forces rassemblées contre lui, mais il réalisa rapidement qu'il était largement dépassé. L'Assemblée des morts avait acquis une puissance qui défiait tous les rituels traditionnels de l'Église. Cependant, Toretti découvrit une faille dans l'armure surnaturelle de Marguerite. Malgré sa puissance terrifiante, elle restait liée au lieu physique où elle avait vécu et opéré. Sa force diminuait drastiquement
quand elle s'éloignait du monastère ou de l'ancienne demeure lyonnaise. Cette découverte donna à Toretti l'idée d'une stratégie désespérée mais potentiellement efficace. La stratégie de Monseigneur Toretti était audacieuse et dangereuse. Puisqu'il ne pouvait pas détruire directement l'Assemblée des morts, il allait tenter de la disperser en détruisant simultanément ces deux points d'ancrage dans le monde physique. Le 14 septembre 1929, au lever du soleil après sa nuit de confrontation, Toretti envoya des télégrammes urgents à Rome et à l'évêché de Lyon. Son plan nécessitait une coordination parfaite. Pendant qu'une équipe d'exorcistes investirait le monastère jurassien pour maintenir l'assemblée concentrée en un seul lieu, une seconde équipe détruirait l'ancienne demeure des Beaumont, rue des Fantasques, à Lyon. Toretti espérait que cette destruction simultanée des deux sanctuaires briserait définitivement le lien de Marguerite avec le monde des vivants. Mais Henri Moncler et l'Assemblée n'allaient pas se laisser faire sans résistance. Dès que Toretti quitta le monastère, Henri mobilisa tous ses associés européens pour contrecarrer les plans de l'Église. Une véritable guerre occulte commença à se jouer dans l'ombre, opposant les forces surnaturelles de Marguerite aux ressources spirituelles du Vatican. Les jours qui précédèrent le 15 septembre 1929 furent marqués par des phénomènes paranormaux d'une intensité exceptionnelle dans toute l'Europe. Les associés du réseau, sentant leur source de pouvoir menacée, devinrent désespérés et dangereux. Plusieurs d'entre eux commirent des actes de violence inexpliqués, d'autres disparurent mystérieusement, et quelques-uns furent retrouvés morts avec l'expression de terreur caractéristique des victimes de l'Assemblée. À Lyon, l'équipe dirigée par le père Jean-Baptiste Moreau commença les préparatifs pour la destruction de l'ancienne demeure Beaumont. Mais ils découvrirent que la maison, bien qu'ayant changé plusieurs fois de propriétaire, conservait dans son sous-sol un aménagement identique à celui du monastère. La même table ronde, les mêmes portraits, les mêmes objets rituels. Marguerite avait créé un réseau de sanctuaires interconnectés, chacun renforçant la puissance des autres. Cette découverte compliqua considérablement les plans de l'Église. Il ne suffisait pas de détruire deux lieux, il fallait identifier et neutraliser tous les points d'ancrage de Marguerite simultanément. Une enquête frénétique révéla l'existence d'au moins 5 autres sanctuaires cachés dans des propriétés appartenant aux associés du réseau, disséminés entre Londres, Milan, Hambourg, Amsterdam et Vienne. Toretti comprit qu'il n'avait pas les ressources nécessaires pour une opération de cette ampleur. Il prit alors une décision qui allait marquer l'histoire secrète de l'Église. Il contacta d'autres organisations occultes, y compris certaines considérées comme hérétiques par le Vatican, pour former une alliance temporaire contre la menace que représentait l'Assemblée de Marguerite. Cette coalition rassemblait des exorcistes catholiques, des mystiques orthodoxes, des kabbalistes juifs, des mages hermétiques et même des sorciers traditionnels de diverses régions d'Europe. Tous avaient compris que l'Assemblée de Marguerite Beaumont représentait une menace existentielle pour l'équilibre entre le monde des vivants et celui des morts. L'opération coordonnée eut lieu le 15 septembre 1929, exactement 80 ans après la mort d'Auguste Beaumont. À travers l'Europe, dans 7 villes simultanément, les sanctuaires de l'Assemblée furent investis par des équipes d'occultistes. Chaque équipe était armée de rituels adaptés aux traditions locales, mais tous convergeant vers le même objectif: briser les liens surnaturels qui permettaient à Marguerite de maintenir son influence sur le monde des vivants. La bataille qui s'ensuivit dépassa en intensité tout ce que les participants avaient pu imaginer. Dans chaque sanctuaire, l'Assemblée des morts se matérialisa avec une fureur désespérée, consciente que son existence même était menacée. Les exorcistes firent face non seulement aux esprits des hommes d'affaires morts, mais aussi aux âmes corrompues de tous ceux qui avaient été sacrifiés au fil des décennies pour nourrir la puissance de l'Assemblée. Au monastère jurassien, Toretti dirigeait personnellement l'assaut contre Henri Moncler et le cœur de l'Assemblée. Henri n'était plus reconnaissable, son corps semblait habité par plusieurs esprits simultanément, et sa voix changeait constamment, passant de celle de Marguerite à celle d'Auguste, Charles, Michel et tous les autres membres de l'Assemblée. « Vous ne comprenez pas ce que vous détruisez », hurlait Henri avec la voix de Marguerite. « Nous avons créé l'avenir de l'humanité, un monde où les morts guident les vivants, où la sagesse des anciens éclaire les décisions du présent. Vous préférez le chaos de l'ignorance à l'ordre de la connaissance éternelle. » Mais Toretti restait inflexible. Il avait vu les fruits de cette sagesse éternelle, la corruption, la mort, la manipulation,
l'exploitation de la souffrance humaine pour nourrir l'ambition d'esprits qui n'acceptaient pas leur trépas. L'Assemblée de Marguerite n'était pas une évolution de l'humanité, c'était sa perversion. L'effort coordonné des 7 équipes finit par porter ses fruits. Un par un, les sanctuaires furent purifiés et détruits. Chaque destruction affaiblissait l'ensemble du réseau, créant un effet de cascade qui se propagea jusqu'au monastère jurassien. Quand le dernier sanctuaire extérieur fut neutralisé, Henri Moncler poussa un hurlement surhumain et s'effondra, libéré enfin de la possession qui le consumait depuis des années. Marguerite Beaumont apparut alors une dernière fois, non plus comme l'épouse d'Édouard ou comme la séductrice qui avait corrompu Henri, mais comme ce qu'elle était vraiment devenue, une entité de pure ambition et de cupidité, déformée par des décennies de commerce avec la mort. Elle tenta une ultime manipulation, promettant à Toretti des richesses infinies et des connaissances interdites s'il acceptait de devenir le nouveau dirigeant de l'Assemblée. Toretti répondit par un exorcisme d'une puissance extraordinaire, combinant les traditions de toutes les organisations présentes dans la coalition. Marguerite poussa un cri qui résonna dans toute la vallée jurassienne, puis se désintégra dans un tourbillon de lumière froide et de ténèbres. L'Assemblée des morts était enfin dispersée, ses membres contraints de rejoindre le repos éternel qu'ils avaient si longtemps fui. Henri Moncler survécut à cette épreuve, mais il resta marqué à vie par son expérience. Il consacra le reste de son existence à aider l'Église à identifier et neutraliser d'autres phénomènes surnaturels similaires, devenant l'un des experts civils les plus respectés en matière de paranormal. Il mourut paisiblement en 1967, emportant avec lui les derniers secrets de l'Assemblée de Marguerite. Aujourd'hui encore, les habitants de Saint-Claude évitent soigneusement les ruines du monastère. Les plus anciens du village racontent que certaines nuits d'automne, particulièrement le 15 septembre, on peut apercevoir une silhouette féminine émaciée qui erre dans les ruines, comme si elle cherchait encore quelqu'un à inviter à son éternelle assemblée. L'histoire des Beaumont aurait pu rester enfouie à jamais dans les archives secrètes si Marie-Claire Dubois n'était pas tombée sur ces documents en 1962. Mais comme vous le savez maintenant, cette découverte lui coûta la raison. Car selon les témoignages de ses dernières années à l'asile, Marie-Claire prétendait que Marguerite lui rendait visite chaque nuit, l'invitant à rejoindre son conseil d'outre-tombe. Les archives des Beaumont sont aujourd'hui scellées dans les sous-sols de la bibliothèque municipale de Lyon, classées sous la cote « Confidentielle défense ». Officiellement, elles n'existent pas. Officieusement, les rares personnes qui connaissent leur existence préfèrent qu'il en reste ainsi, car certaines vérités sont trop dangereuses pour être révélées, et certains morts trop affamés pour qu'on leur offre de nouveaux lecteurs. Voilà l'histoire que nous voulions partager avec vous aujourd'hui, chers auditeurs. Une histoire qui nous rappelle que la cupidité peut mener aux abîmes les plus sombres et que certaines portes entre les mondes ne devraient jamais être ouvertes. Nous espérons que ce voyage dans les archives secrètes de Lyon vous a fasciné autant qu'il nous a troublés. N'oubliez pas de nous dire en commentaire de quelle ville vous nous écoutez et si vous avez des expériences paranormales à partager. Votre participation enrichit toujours nos enquêtes. Prenez soin de vous et souvenez-vous, certains secrets feraient les mieux de rester enterrés dans la poussière des archives. À bientôt pour de nouvelles explorations dans les mystères oubliés de France.